Nous sommes avec Antoine Bataille, qui est le fondateur de Care Clever, qui a créé le robot Qt. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Qt? Alors moi, je suis un serial entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai créé beaucoup de sociétés, racheté beaucoup de sociétés, surtout dans le domaine du digital et puis maintenant dans le domaine du care, puisque nous avons monté une start-up pour répondre à un sujet de société qui est l'isolement des personnes âgées et comment on peut lutter contre ça. Donc voilà, ça fait depuis que je travaille, que j'ai repris des sociétés. Donc je gère ça. Et puis j'ai une grande appétence pour l'innovation. Et puis quand ça peut servir l'intérêt commun, eh ben, c'est encore mieux. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec cette startup Care Clever. Et alors, comment vient l'idée de créer un robot pour les seniors? Alors comme je suis entrepreneur, je suis curieux. Et donc, je fais régulièrement des voyages aux États-Unis. Et puis, j'ai fait partie de ce qu'on appelle une Learning Expedition aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où je vais à la rencontre avec d'autres chefs d'entreprise de multiples entreprises, start-up, dans des domaines assez de tout genre. Et pendant un de mes voyages, j'ai été confronté à un robot de téléprésence et j'ai vécu une expérience. C'est-à-dire que quand le robot venait vers moi, j'avais vraiment l'impression d'être avec une personne. Et contrairement à ce qu'on peut vivre en Zoom ou sur n'importe quel ordinateur ou tablette. Et j'ai dit, tiens, c'est vraiment génial, il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc, j'en ai acheté un. Je suis revenu en France. Et puis, j'ai demandé à un de mes collaborateurs de dire, tiens, regarde ce qu'on peut faire avec ça. Quelques temps après, il est venu me revoir avec un appel à projet d'Eurasanté, qui est un cluster dans le Nord sur la santé, qui regroupe 3000 chercheurs, qui est dans pas mal de domaines, qui est des participants, qui est des partenariats avec les hôpitaux, avec le domaine de la silver economy, justement, etc. Et le thème de l'appel à projet, c'était comment, avec des moyens numériques, on peut permettre aux personnes âgées, aux seniors, de rester le plus longtemps chez elles possible pour éviter d'aller en EHPAD et de rompre l'isolement et d'éviter le glissement vers la dépendance. Oh, j'ai dit, tiens, c'est super, on pourrait peut-être, je vais réfléchir à ça pour voir si je peux monter un projet. Et donc, on va être pragmatique. On va prendre mon robot de téléprésence et puis on va simuler l'idée que j'ai. Donc, on a sélectionné une quinzaine de personnes âgées. On a sélectionné une quinzaine d'animateurs, des médecins dans tout genre, d'allant du dentiste à l'ostéopathe, en passant par le spécialiste ou le généraliste. Et tout ce petit monde, on a simulé un projet avec ce robot de téléprésence. Et l'idée centrale, c'était de se dire, voilà, les gens qui sont isolés chez eux, ils n'ont plus ou peu de réseau. C'est pour ça qu'ils sont isolés. Les enfants sont partis, malheureusement, les amis soit sont partis aussi, soit sont loin, et on se retrouve un peu tout seul. Et puis, il n'y a plus de vie professionnelle et donc moins de réseau, moins de contacts, etc. En revanche, chacun a encore des hobbies, des désirs, des envies d'activité, etc. Et donc, la clé d'entrée, pour moi, ça aura été l'activité. Et donc, de se dire, ben, on va leur faire des trucs qu'ils ne font plus. D'aller visiter une expo, d'aller prendre un cours de cuisine, d'aller visiter le village où ils sont nés, de faire de la gym douce, etc., etc. Et donc, on a monté le projet en simulant donc un robot hyper élaboré, c'est-à-dire à qui on parle, où il y a plus de frontières avec l'apprentissage de la technologie. Et donc, on a créé ça, on a créé des activités et les gens ont été ravis. Donc, j'ai fait filmer en fait les réactions des personnes âgées sur plusieurs jours, filmer les animateurs de l'autre côté. Et puis, on a fait un bilan au bout on a fait, je sais pas moi, un mois ou deux comme ça, hein. Et donc, on a fait un bilan.
Et les gens étaient ravis, enfin, nous disant avec le grand sourire, je dors mieux, j'ai l'impression de revivre des choses que je ne vivais plus, j'étais ravi de ces contacts, etc., etc. Donc, on a senti que là, il y avait quelque chose à creuser et que ça valait vraiment la peine de se pencher sur le sujet. Donc, on a présenté notre petit film à Eurasanté dans le cadre de l'appel à projet. Et puis, on a gagné. Donc, ils nous ont dit, bah ouais, comme vous avez gagné, vous avez le droit à 200 000 euros. Je me suis dit, c'est le point de départ d'une aventure. Donc, avec ces 200 000 euros, je vais embaucher quelques ingénieurs et puis on va faire un proto, un vrai proto. Et voilà ce qu'on a fait. Et puis, quand le proto a été réalisé, on m'a dit, mais ton sujet, il n'est pas franco-français, c'est un sujet international, il faudrait que tu le présentes au CES de Las Vegas, c'est là où on présente toutes les innovations, vas-y, ça vaut le coup et tout. Donc, j'ai dit, bon, on va candidater. Et puis, on a été retenu. Au moment où on a été retenu, ils nous ont dit, mais votre projet, il est absolument super. Vous savez, il faut que vous fassiez les unveiled, c'est-à-dire les révélations des produits innovants auprès des journalistes avant le CES de Las Vegas. Et puis, ça a été hyper bien accueilli et on a gagné un award, ce qui nous a donné une notoriété très, très vite, en fait, dans le monde entier sur notre sujet. Donc, évidemment, c'est un peu une rampe de lancement. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, allez, on démarre, on embauche, on lève des fonds et on fait surtout une start-up en co-création avec nos utilisateurs finaux. C'est-à-dire que très, très vite, on a été mettre les robots en test chez des gens pour… Alors, au début, ça ne marchait pas bien, il ne faut pas se leurrer. Des problèmes techniques, de l'ergonomie qui n'était pas bonne, des textes qui étaient… la manipulation par les ordres par la voix qui fonctionnaient mal, voilà. Enfin, et puis, ça a été une courbe de progrès et d'apprentissage pour tout le monde, hein, aussi bien pour les utilisateurs que pour nous. Et voilà, et on arrive au bout de 4 ans, hein, c'est quand même très long, en ayant mobilisé plus de 5 millions d'euros, avec une équipe de 15 ingénieurs, à quelque chose qui est industrialisé. Et donc, ça, c'est quand même une grande satisfaction. Et puis qui est aujourd'hui dans 20 EHPAD avec une trentaine de robots, avec des projets de recherche auprès des particuliers, avec le projet notamment Gérondif en Île-de-France, où on est chez 10 particuliers et qui ont le robot pendant 3 mois chacun, et ça 3 ou 4 fois de suite. Donc, on va tester 90 personnes. Donc, des projets quand même assez ambitieux. Et puis, on est implanté aux États-Unis parce qu'on a fait partie d'un accélérateur, puis un deuxième. Et là, avec des grosses sociétés américaines, on fait des tests aux États-Unis. Donc, voilà où on en est. Et c'est prometteur. Pourquoi, lorsque vous avez répondu à l'appel à projet à Eurasanté, vous n'avez pas utilisé le robot que vous aviez acheté? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été importateur et puis fait d'améliorer un robot existant, et pourquoi avoir voulu faire un robot français? Alors, parce que le robot de téléprésence, il n'a absolument rien à voir avec le robot que nous avons. Un robot de téléprésence, vous le commandez à distance, d'accord? Mais la personne qui l'a, elle ne fait rien avec. Quelque part, vous ne pouvez pas lui parler, vous ne pouvez même pas agir sur lui. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Après, on a besoin d'un logiciel qui soit sur le robot, donc tout changer quelque part. Il y aurait que le hardware qu'on pourrait éventuellement récupérer. On a quand même étudié un peu le truc. Mais il n'y avait rien sur le marché qui correspondait à ce que l'on voulait. Et puis, on a aussi, il y avait une notion de sécurité, en fait, de la gestion des datas, qui est très importante pour nous, parce qu'on a un public qui est fragile et on veut vraiment maîtriser ça. Et puis, dans le cadre du développement commercial, cette fois, de l'affaire, le hardware, il n'est pas neutre dans le modèle économique. Et donc, d'en avoir la maîtrise si on veut s'agrandir et dominer elle est dans le monde entier. Il faut qu'on maîtrise la chaîne de A à Z, sinon il y a des points de fragilité et on ne peut pas se permettre. D'accord. 4 ans après, qu'est-ce que le robot peut faire? Alors, aujourd'hui, le robot, il a 3 fonctionnalités.
La première, c'est de recréer du lien social. Alors ça, c'est quelque part des fonctions de mise en relation. D'accord? Donc, pour mettre en relation, il y a tout un environnement. Donc, un agenda, des appels possibles, des appels par la voix, des appels par le tactile, des animateurs de l'autre côté, un réseau, une plateforme qui permet de gérer tout ça. Donc ça, c'est l'aspect lien social avec des animations qui sont prévues en live ou en vidéo. Des gens qui peuvent voir aussi des vidéos. On a aussi toute une fonction activité asynchrone. Donc, des jeux, plein de jeux qui vont du memory au quiz, etc., avec des niveaux différents. On s'adresse même à des gens qui ont Alzheimer ou des gens qui ont des facultés cognitives très, très développées. Donc ça, voilà. On a rajouté de la musique parce qu'on nous l'a demandé. Donc voilà, toutes ces fonctions pour faire des activités. Donc jeux, musique, vidéo et live. Après, la famille ou les amis peuvent prendre la main à distance. Donc ça, c'est aussi l'aspect relation sociale au-delà des activités. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un aspect assistance. Donc l'assistance, ça veut dire, je dis au robot à l'aide ou SOS, ou je pense que je peux imaginer, je tombe, ça ne va pas, voilà. Et à ce moment-là, il y a un système qui appelle un service. Alors ça peut être, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre, ça s'appelle 5 personnes qu'on a définies ensemble, ou ça appelle un service d'urgence, où chacun reçoit un SMS et, pour prendre la main sur le robot, et c'est le premier qui prend la main qui gère le problème, et les autres reçoivent un SMS comme quoi, effectivement, le problème a été réglé. Donc, cette fonction d'assistance, on y travaille. Donc, ça veut dire aussi que demain, on travaille sur la chute, par exemple. On a un docteur qui fait des recherches avec toute une équipe sur la détection du squelette, parce que le robot, avec des différentes caméras, permet de voir le squelette, en fait, de voir ce qu'on appelle du face tracking. Hein, il est capable de vous voir. Et donc de savoir par le squelette l'état de la personne. Si elle dort, si elle lit, si elle est tombée si elle s'est évanouie, si elle est tombée, etc., etc. Et d'adapter une réaction du robot par rapport à une situation. Par exemple, si la personne lit, on va lui demander, mais elle est bien calme, on va lui demander si ça va, c'est tout. Le robot, il va lui demander si ça va. Si elle dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà. En revanche, si elle est tombée, qu'on lui pose une question qu'elle ne répond pas, qu'on puisse appeler un service d'urgence. Voilà, on est en train de travailler. Donc ça, c'est le début, parce que c'est très complexe, en fait. Voilà, donc après, il y a une fonction télémédecine. Donc, on peut appeler un médecin en moins de 2 minutes. Donc, la télémédecine s'est beaucoup développée ces derniers temps. Donc, finalement, on se logue sur une plateforme existante, hein, mais en moins de 2 minutes, vous avez un médecin qui peut éventuellement intervenir. Donc ça, c'est top. Et puis après, donc ça, c'est les fonctions principales. Et après, il a une fonction compagnon. Et ça, c'est pas neutre. C'est-à-dire que les gens qui sont isolés, eh ben, ils ont je ne vais pas dire un ami à côté d'eux, mais presque. Les gens, c'est très étonnant, mais les gens, ils savent très bien que c'est une machine, parce qu'on n'a jamais voulu tomber dans l'humanoïde ni dans un outil industriel. Mais on est un peu à la frontière des deux, où il a une petite bouille marrante, etc. Et il parle, et voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que les gens ils sachent déjà que ce n'est pas un humain, qu'on ne peut pas lui demander n'importe quoi et qu'il a des limites et qu'il en aura toujours, il ne faut pas se leurrer, mais que c'est un peu au-delà d'une machine. Par exemple, il peut rappeler de la prise de médicaments, il peut rappeler à boire, il peut redire l'heure qu'il est pour se resituer les gens dans le temps, dans l'espace, etc. Donc, des fonctions comme ça. Il a des fonctions follow me, vous pouvez lui dire suis-moi. Et puis, il repère vos jambes et puis il vous suit à 1 mètre de distance.
vous accélérez, il accélère, etc. Et puis, vous pouvez lui dire d'aller à un point. Alors, ce qu'on appelle par exemple, on lui dit va à la table. Il va à la table, va au fauteuil, il va au fauteuil tout seul. Et puis, il a une autonomie, donc il va se recharger tout seul. Donc voilà, ça c'est toute la fonction autonome du robot et la fonction compagnon qu'on pourra développer, le rendre plus vivant. Et on est sur une courbe de progrès, c'est-à-dire que tous les 15 jours, on met des améliorations ou des demandes par rapport à la demande client de ce qu'ils ont besoin. Et l'année 2020 a été une année d'énormes transformations à ce niveau-là, parce qu'on avait prévu de le mettre chez des personnes particulières. Et puis, au moment où on avait commencé à avoir des demandes, etc., il y a eu le Covid. Et donc, on a pivoté. Moi, j'ai dit, bon, puisqu'ils sont là, les robots, qu'on ne peut pas les livrer, on va les mettre à disposition gracieusement dans les EHPAD qui le veulent. Puis, on a eu beaucoup de demandes, une cinquantaine d'EHPAD qui se sont manifestés. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça a été, ils étaient très contents. Et sur ces EHPAD, il y en a une vingtaine qui l'ont acheté. Et puis, d'autres qui sont en train de trouver des financements pour l'avoir, etc. Et puis, voilà, après, sont nés des nouveaux projets avec Gérondif, comme nous avons comme partenaire principal l'IRSEM, qui est une grosse société de prévoyance, notamment pour les aides à domicile, tout ce qui est emploi à domicile. Ils ont beaucoup investi chez nous et ils font partie notamment du Gérondif. C'est finalement une association qui, sur Île-de-France, permet de voir le comportement des seniors chez eux pour essayer que ça aille mieux, qu'ils aillent moins en EHPAD, etc. Et donc, il y a tout un groupe de chercheurs qui observent ça de très près. Et donc, ils ont un protocole qui dure sur 18 mois. Et donc, on est en plein dedans, là. Et on a plutôt des bons résultats. Voilà où on est. Sur la partie EHPAD, le robot fait quoi et pourra faire quoi dans les prochaines années? Alors, sur l'EHPAD, il y a plusieurs choses. D'abord, comme on était en période Covid, les gens, à un moment, restaient dans leur chambre. Et en fait, ils s'en sont servis à la fois par exemple, quand ils font la toilette, il y a des gens qui se comportent, qui s'énervent un peu, qui sont un peu agités, etc. Et donc, ils mettent le robot et la personne, elle fait une activité sur le robot. Et donc, elle est beaucoup plus calme et ça permet de faire la toilette pour les aidants beaucoup, beaucoup mieux. Après, il aide aussi pour, évidemment, quand les gens sont seuls dans la chambre pour avoir des contacts avec les familles. Après, en salle commune, c'est par petits groupes, ils font des jeux où ils suivent des activités. Ça permet à l'animateur quand on a des gens qui sont un peu entreprenants, on les met devant le robot et ça les occupe quand même un certain temps. Ça permet à l'animateur de prendre un peu de large et de s'occuper des autres. Voilà. Après, on nous demande on nous a demandé d'activer ce qu'on appelle la fonction patrouille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se lèvent la nuit, qui vont dans les couloirs, alors qu'ils aient Alzheimer ou pas, ou avancé ou pas. Et ça, c'est vraiment un sujet pour eux. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le robot qui puisse aller faire des patrouilles, aller se promener quelque part sur des points d'intérêt, des points particuliers, et de pouvoir détecter simplement qu'une personne est là, est debout, par exemple, et circule. Et de pouvoir alerter. Donc, détecter la personne âgée qui est debout et en informer, j'imagine. C'est ça. Pour l'instant, c'est ça. C'est pas plus. Alors, demain, on nous demande un tas de trucs, hein. Mais bon, on n'en est pas là et vous imaginez que c'est compliqué. En 5 à 10 ans, les robots, ils feront quoi? Ils feront la toilette? Non, pas ceux-là en tout cas. Nous, on est sur le lien social et l'assistance. D'accord. Donc, et on reste là-dessus. Je veux dire, voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire. Non, ce qu'on pourra imaginer, si j'ai une vision un peu du futur, c'est que quand on croise un résident, on le reconnaisse. On lui dit bonjour, monsieur Dupont, bonjour, Robert, tu vas bien aujourd'hui? Tu es un petit peu pâle. Est-ce que tu as pris tes médicaments que tu devais prendre à 15 heures? Je ne sais rien. Vous voyez. Et puis, cet après-midi, toi, tu sais que tu as ton fils qui doit t'appeler. Voilà, d'avoir quelque part, en fonction qui puisse reconnaître chaque résident et qui puisse avoir une
une attitude adaptée quelque part. Si une personne, on sait qu'elle ne boit pas, lui rappeler qu'elle doit boire. Si, je ne sais pas quoi, moi, on a des personnes qui doivent prendre leurs médicaments, de leur rappeler, une personne qui est perdue, de pouvoir lui dire, bah, écoute, suis-moi, je te ramène à ta chambre, ou voilà, des choses comme ça. On peut imaginer un tas de choses, d'aller un petit peu plus loin dans le domaine de ce qui est ludique, d'avoir beaucoup de contenu en fait, et du contenu qui est utile, du contenu pour des entraînements cognitifs, pour des choses comme ça, pour mettre en contact avec des personnes soignantes ou des médecins, etc., qui sont à distance, parce que on va avoir une explosion du nombre de personnes âgées avec des difficultés d'avoir assez de personnes pour s'en occuper. Donc, on ne remplacera jamais la personne et ce n'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. C'est simplement d'apporter une assistance pour, quand je vois les animateurs qui sont débordés, d'avoir, s'il y a quelques robots qui occupent les gens pendant qu'ils s'occupent, que ces animateurs s'occupent d'autres et puissent revenir, qu'ils puissent alerter si on détecte qu'une personne ne va pas bien et qu'il y a une intervention médicale hyper rapide, ça peut sauver quelqu'un, hein, tout simplement. Donc, quelque part, c'est un soutien, c'est pas autre chose. Il ne faut pas non plus lui demander ce qu'il ne sera jamais capable de faire, hein. Et puis, en fait, après, chez les particuliers, l'idée, c'est de travailler sur la réaction du robot par rapport au comportement de la personne. Donc, c'est ça l'avenir, en fait, par l'intelligence artificielle et tout ça. Quelque part, le robot, il va se calquer sur le rythme de vie de la personne et de pouvoir comprendre quand elle va pas bien, ce dont elle a besoin, etc. Ça ne sera jamais parfait, ça ne remplacera jamais un humain, ça ne remplacera jamais la visite des enfants, des petits-enfants et tout ça, c'est bien évident. Mais nous, par exemple, quand on a fait des tests, il y a des personnes âgées, quand on l'a enlevé à la fin du test, qui nous disaient, mais ça me fait un grand vide, quoi. Je m'y étais habitué, j'ai envie de le garder, voilà. Donc, il y a cet effet assistance, cet effet lien social et puis cet effet compagnonnage en fait. À vous écouter, ça me fait penser que ce type de robot est peut-être encore un peu tôt par rapport à la demande du marché. Par contre, lorsque la personne âgée s'est socialisée avec le robot, en fait, là, bon, elle le veut, quoi. Oui, on s'en est bien rendu compte. De toute façon, au début, les personnes qui nous l'ont pris pour les tests, elles le prenaient pour nous faire plaisir, en disant, non, mais il ne faut pas se leurrer, hein, en disant, bon, ok, je veux bien faire le test, mais vous savez, la robotique, le machin. Et puis, en fait, ça, c'est comme dans toute innovation, il y a plusieurs phases. Quand on vous dit ça va arriver, les gens, ils n'y croient pas. Ils disent, oh, ça, c'est de la science-fiction, c'est le monde du futur, on n'y est pas, etc. Puis après, l'innovation arrive. Alors là, on passe de l'incrédulité à la peur. Oh là là, moi, je ne vais jamais arriver à me servir de ça, ça va être dans mon quotidien, il me transforme ma vie, oh là 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 là, ça ne va pas aller. Et puis après, on passe directement de là à l'évidence. On se dit, mais pourquoi je n'ai pas eu ça toute ma vie? Pensez au smartphone. Tous les gens qui avaient des téléphones à touche, hein, pour téléphoner, disaient, moi j'en ai assez, moi je téléphone, ça me va. Qu'est-ce que vous voulez m'embêter avec un smartphone qui va faire papa, maman? Et puis en fait, regardez ce qu'on fait aujourd'hui avec, qu'on n'avait même pas imaginé. Je pense que le créateur, ça lui a échappé. Steve Jobs, il n'a pas imaginé sur tout ce qu'on pouvait faire avec ses smartphones, qui aujourd'hui font partie de nos vies. Il y a 95% des gens qui en ont. Et les jeunes, ils nous disent, mais comment vous avez fait autrefois, quoi? Je pense qu'on est un peu dans la même situation. Comment faire pour faire accepter, entre guillemets, ou faire décoller la demande des robots chez les seniors? C'est une question de temps. On attend la prochaine génération qui sera plus connectée, ou est-ce qu'il y a des actions à faire? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les early adopters, donc les gens qui, même si ce n'est pas parfait, etc., qui ont envie parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont dans l'innovation ou ils aiment ça tout simplement. Et c'est vrai à la fois chez les particuliers, c'est vrai aussi dans les EHPAD. Il y en a qui veulent être pilotes. Nous, on le voit avec des départements.
avec les associations, la DMR, etc., ce sont des associations de personnes âgées très puissantes, eh ben, les régions, elles se battent un petit peu pour être le premier, quoi. Donc, il y a déjà cet effet-là. Je me montre, je suis le premier, première EHPAD, première résidence senior, particulier qui veut briller devant ses amis. Enfin, voilà, mais dans tout le truc, c'est un peu comme ça. Donc ça, mais c'est pas comme ça qu'on fait un marché, quoi. Et puis après, ces gens-là, bah, ils donnent envie à d'autres. Il y a les suiveurs. Quand les gens vont voir que finalement ça marche, c'est sympa, ça a sauvé, quand on aura quelques belles histoires à raconter en disant bah, moi, si je n'avais pas eu le robot, ma mère, elle serait décédée. Bon, peut-être que, ou le directeur d'EHPAD qui dit bah, depuis que j'ai ça, j'ai fait 20% d'économie sur mon temps d'animation qu'on peut attribuer ailleurs. Ça nous soulage. Et puis, je me suis donné une image aussi de modernité. J'ai pu avoir des nouveaux résidents, etc. Donc, voilà, il faut une espèce de traction. Après, je ne suis pas à l'abri de bonnes surprises. Je travaille actuellement avec des sociétés américaines notamment. J'ai des demandes en France pour des sociétés d'aide à domicile qui veulent tester. En fait, il y a des gens avec qui ils ont des contrats où ils doivent passer 2 ou 3 fois par jour parce que bah, ils ont des soucis. Voilà, et en fait, les familles payent parce qu'ils ne veulent pas les mettre en EHPAD. Et donc, si au lieu de passer 3 fois, on peut passer une fois et avoir une surveillance à distance avec des robots qui permettent d'alerter en cas de besoin et de pouvoir arriver tout de suite, bah ça les intéresse énormément parce que bah, ça évite des déplacements qui coûtent cher, qui sont chronophages, etc., qui ne sont pas toujours utiles. Et donc, d'avoir une assistance comme ça, ça les intéresse beaucoup. Donc voilà, donc, je peux avoir d'énormes sociétés. Il y a une société qui a, aux États-Unis, elle a 4000 clients et elle voudrait mettre ça, quoi. Pour une partie d'entre eux, en tout cas. Hein. Je ne dis pas que ça marchera avec tout le monde. Dans ce cas-là, ça serait un service en plus qu'elle proposerait, que la personne âgée paierait en plus, ou ils voient le robot comme une réduction de leur coût? Et ben, comme une réduction de leurs coûts. Ouais, d'accord. Parce que vous savez, calculer combien ça coûte un déplacement. Et quand il faut le faire 3 fois par jour, vous imaginez au bout de l'année, par rapport à un robot qui vaut finalement 5 000 euros. Hein. C'est pas, quand vous pensez que, et pour le mettre en perspective, ce prix, c'est le prix d'un lit médicalisé ou c'est le prix de 2 mois en EHPAD. C'est pas, voilà, c'est pas inabordable. Hein. Et donc, il y a un calcul économique à faire, voilà, qui sont en train de commencer à regarder. Alors, je ne dis pas que... Parce que j'espère, c'est comme on est aux États-Unis, ce que je recherche là aux États-Unis, par exemple, c'est une société qui veut faire ce qu'on appelle un test en grandeur nature. C'est-à-dire que là, on fait des tests avec un petit nombre de robots, mais qui disent, bah, j'en mets 50 et je crée vraiment mon activité, comme si, voilà. Passer par Sodexo. Sodexo, ils sont propriétaires du premier ou du deuxième réseau de services à domicile aux USA. Ah oui. Je vous donnerai le contact d'une des personnes chez Sodexo qui peut mettre en relation. Je pense que c'est peut-être l'idée, en fait. Hein. Ouais. En fait, il y a 2 gros réseaux, Senior Housing Keepers et puis l'autre. Je crois que c'est l'autre que Sodexo a racheté. Ça m'intéresse. Et vous savez que on a été en contact en France avec ces grandes sociétés, Elior, Sodexo, etc. Parce que quand on en aura beaucoup, c'est pas encore maintenant, mais eux, ça les intéresse énormément d'avoir un service. Par exemple, le robot à midi peut proposer aux gens, est-ce que vous voulez que je vous livre un repas? Quel menu vous voulez s'ils sont abonnés à recevoir un repas, etc. Et d'aller vers la personne. Alors qu'aujourd'hui, bah, c'est compliqué. On va le faire par téléphone ou par la tablette, mais la personne, elle s'est endormie, elle ne sait pas où est sa tablette, elle n'entend pas bien, etc. Comment vous allez démarcher? C'est impossible. Alors que là, si vous avez un service qui peut vous proposer des choses, vous pouvez vous abonner à un service. Hein. Ça peut être aussi les mairies qui sont intéressées avec le service, vous savez, l'entraide entre voisins. Ah oui.
Mm. Eh ben, si le voisin il a sur sa tablette ou son smartphone l'adresse du robot de sa voisine qui est âgée et qui lui dit tiens, je vais faire des courses, est-ce que ça vous intéresse que je vous ramène un panier de courses? Ben, voilà, et ça, le robot peut aller vers la personne âgée et peut être proactif quelque part. Et c'est important parce que moi, très concrètement, moi, j'ai ma mère qui a 96 ans. Je ne peux plus l'appeler parce elle est sourde. Enfin, elle a un niveau de surdité très élevé. Donc, c'est très compliqué rien que de faire sonner le téléphone parce qu'elle ne l'entend pas. Donc, c'est toujours elle qui appelle. Donc, c'est quand même un problème parce que si j'ai besoin de lui dire quelque chose, c'est toujours elle qui appelle parce qu'elle n'entend pas. Et donc, là, si avec le robot, je peux aller la voir, c'est moi qui suis proactif, qui fait la démarche. Et donc, c'est intéressant pour ça. Dernière question que j'avais, alors moi, qui me titille, c'est, puis qu'on a un petit peu préparé, j'avoue quand même pour ceux qui nous écoutent, comment on a l'idée de créer une start-up française pour créer un robot, alors qu'en fait, il y a des très gros au Japon qui existent. Déjà, comment c'est possible d'avoir, je vais dire entre guillemets gentiment, cette prétention? Exactement. Mais là, c'est une bonne question. En fait, pour celui qui y croit, tout est possible. Et, euh, et c'est souvent moins difficile qu'on l'imagine dans certains domaines. Moi, je suis allé au Japon. Le premier truc que j'ai fait, quand on a eu nos 200 000 euros au début, là, et qu'on a été lauréat de Santé, la première chose que j'ai fait, je suis monté dans un avion, j'étais au salon de la robotique à Shanghai. Et j'ai été extrêmement surpris, finalement, du fait qu'ils ne sont pas si avancés que ça et qu'il y a beaucoup de fake, entre guillemets, c'est-à-dire de choses qu'on vous montre et qui sont soit pas industrialisées, soit pas abouties, soit qui sont encore en labo, quoi. Et dans la réalité des choses, quand vous allez sur le terrain, finalement, ce n'est pas ce qu'on vous montre à la télé. Et il n'y a pas grand-chose. Et par exemple, un robot qui a une plateforme de communication comme on l'a, etc., ça n'existait pas. C'est des robots à qui on peut parler, qui fonctionnent bien, ça n'existait pas. On fait des progrès énormes là en ce moment. Et en fait, on s'aperçoit que les médias montrent des choses comme c'est pareil que la voiture autonome. On vous montre des reportages, on voit la voiture aller toute seule, etc. On se dit, bah tiens, pourquoi je ne peux pas acheter une voiture autonome complètement, quoi. Parce que ça marche pas dans tous les cas de figure, dans toutes les intersections. Imaginez, c'est très complexe, c'est extrêmement complexe. Là, récemment, on montrait au CES de Las Vegas un robot avec un préhenseur qui met les assiettes Ah oui, j'ai vu. dans la machine. Et ce robot, il sortira jamais. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Et donc, il faut le savoir, quoi. Et les gens, ils s'imaginent, ah bah ouais, bah moi, demain, j'ai un robot qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, quand on se penche vraiment sur le sujet, on s'aperçoit que nous, Français, on a des ingénieurs d'un super niveau, avec des très bonnes écoles, qu'on a de la créativité, voilà, les choses ne sont pas si compliquées. Après, bah, il faut trouver le bon réseau. Et il y a une déconnexion complète entre ce que présentent les médias et la réalité des choses. Et quelquefois dans les deux sens. Hein. Il y a des choses qui sont bien mieux implantées, bien plus dans la vie des gens qu'on ne peut le dire. Et inversement, on vous présente des trucs qui ont un effet waouh. Et finalement, dans la réalité des choses, il n'y a pas grand-chose. Quoi. Donc, c'est possible de créer une société, je veux dire, de robotique, de création de robots en France avec des investisseurs, trouver les investisseurs, trouver l'ensemble des éléments. Oui, bah, la preuve. En France, on fabrique en France en plus. Donc, on a une usine qui a un super niveau. Elle est à Lannion, là où il y a toute l'industrie électronique. Elle fait des cartes électroniques pour l'aérospatiale, pour Airbus. Vous voyez le niveau des entreprises que nous avons. Hein. Après, on fait même injecter les moules, enfin les pièces plastiques en France, avec des moules qu'on a fait en France, etc., avec des sociétés françaises. Quoi. Alors, ça coûte 10-15% de plus que de les faire en Asie,
mais on a une réactivité qui est bien supérieure. On a un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Oui, puis, oui, 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 Hein? oui, oui. Et puis un contrôle sur ce que vous Ah créez. bah oui, si vous faites en Asie, ils en font la moitié pour eux. Alors, il y a à la fin de la chaîne, il y a ce qu'on va utiliser pour nous et puis ce que vous nous avez commandé. Donc, voilà, vous ne maîtrisez plus rien en fait. Bon, ça, il faut le savoir. Et puis, voilà quoi. Donc, Ça marche. Le chien rappelle que c'est exactement que c'est la fin c'est de l'heure de la notre. conclusion. Une conclusion. Voilà. Une conclusion. Alors, en conclusion, bah, c'est un projet qui est très enthousiasmant, avec toutes les incertitudes d'une start-up. Donc, je n'ai pas fini de trouver des accords, des partenariats, je n'ai pas fini de lever des fonds. Voilà, quand on se met dans un projet comme ça, il y a beaucoup d'incertitudes avec des grands succès. Et puis bah, des difficultés, à toujours un rythme qui n'est pas celui qu'on a prévu. Ça, c'est la grande caractéristique d'une startup. Soit dans certains domaines, ça va beaucoup plus vite et dans d'autres, c'est beaucoup plus lent. Et là, bah, il faut beaucoup d'humilité, en fait. La conclusion, c'est qu'il faut beaucoup d'humilité et que prendre le temps pour allier et donc se donner les moyens d'avoir du temps, ce qui n'est pas évident. Et donc, on fait tout pour que ça marche, mais on n'a pas la maîtrise de l'avenir totalement. Ça marche. Super. Merci Antoine Bataille. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Care Clever qui a créé le robot Qt. Qt. On dit Qt ou Qt? Qt. Ça Qt. vient de cute en anglais qui veut dire mignon. C'est ça, Qt. Donc on dira en anglophone Qt. Merci beaucoup. Merci.